Merci Olivier. Donc je vais revenir pour commencer ma présentation sur la question de terminologie, puisque cette étude s'intitule « Représentativité des généralistes enseignants ». Donc c'est un petit peu un retour en arrière, parce que ici sont visés les maîtres de stage universitaires. Et à la fois, j'avais trouvé plus valorisant de les englober sous le terme de généraliste enseignant. Et en plus, ça permettait de trouver un acronyme rigolo, puisque cette étude s'est appelée l'étude REGAE. Donc, elle a constitué le travail de thèse de deux internes de médecine générale de l'université de Lyon 1, de mon département, et avec la particularité qu'il s'agissait d'un binôme de mari et femme. C'était Pauline Rigaud-Fossier et Benoît Fossier, donc, qui, comme vous pouvez l'imaginer, ont travaillé en parfaite synergie. Et cette étude a bénéficié de la collaboration au niveau régional des départements de Saint-Étienne et de Grenoble, que je remercie. Donc, le contexte de cette étude, c'est le contexte d'une médecine qui évolue avec, comme ça a été rappelé, la discipline qui est en voie de reconnaissance, et aussi par ailleurs, à l'hôpital, une spécialisation croissante des activités. La pédagogie évolue en parallèle, et là aussi, comme ça a été très bien dit, tout le monde reconnaît, à la fois au niveau institutionnel et au niveau politique, l'importance des formations au cabinet du médecin généraliste reconnu comme maître de stage universitaire. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut s'intéresser à la question du profil des patients qui consultent les maîtres de stage universitaires et des prises en charge dont ils bénéficient. Cette question nous a semblé particulièrement importante dans le contexte français, dans lequel le nombre de stages qui permettent à un étudiant d'être exposé à la pratique de médecine générale sont encore très limités, puisque le stage, de façon cumulée, représente 1 mois et demi pour les externes, lorsqu'il existe d'ailleurs, et pour les internes, c'est 1 à 2 semestres en général, dans le meilleur des cas, lors du DES. Donc cette question est d'autant plus importante dans ce contexte. Sur ce sujet, il y avait eu relativement peu d'études, y compris au niveau international. Il y a eu quelques études en Europe et aussi en Australie, qui étaient relativement limitées de la part, en termes d'effectifs des médecins qui étaient étudiés, et aussi des indicateurs qui étaient pris en considération. Donc notre objectif, c'était de faire une étude plus globale pour étudier la représentativité des maîtres de stage universitaires au niveau de la région Rhône-Alpes, à la fois en termes des caractéristiques socio-démographiques des médecins, de leurs patients et des pratiques médicales de médecine générale. Donc on a fait une étude qui était descriptive principalement, et qui était aussi comparative pour comparer les maîtres de stage par rapport à l'ensemble des autres médecins non maîtres de stage. Et c'est assez original parce que finalement, c'est, je crois, pratiquement la première fois de ma vie universitaire où j'ai fait une étude non pas sur un échantillon, mais sur une population entière d'une certaine façon, qui représentait environ les 5000 médecins généralistes de la région Rhône-Alpes. Donc on a comparé les 4369 non maîtres de stage universitaires avec les 623 maîtres de stage universitaires des 3 départements de médecine générale concernés. On avait exclu des deux côtés les médecins d'exercice particuliers tels qu'ils sont repérés par l'assurance maladie, parce qu'on avait trouvé que finalement, dans l'ensemble, ils étaient très différents des autres médecins généralistes sur les données dont on disposait. Et donc cette étude a été possible grâce à une collaboration avec la caisse régionale de l'assurance maladie. Donc je vais vous présenter seulement un tableau parmi les différents tableaux de résultats, celui qui concerne les procédures de soins. Et vous pouvez observer que les maîtres de stage universitaires pratiquent un petit peu plus d'électrocardiogramme et de frottis cervico-vaginaux que les non-maîtres de stage, puisque en moyenne, sur une année, c'est comme ça qu'il faut le lire, les maîtres de stage avaient réalisé 36,9 électrocardiogrammes à comparer à 21,1 chez les non-maîtres de stage. Et en revanche, les maîtres de stage pratiquaient un petit peu moins de plâtre que... Excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà, un petit peu moins de plâtre que les non-maîtres de stage. On a disposé de quelques indicateurs de performance que l'assurance maladie régionale a bien voulu nous transmettre. Ils concernaient essentiellement des pratiques de prévention,
notamment, et on a pu montrer grâce à ça que les performances étaient un petit peu améliorées chez les maîtres de stage par rapport aux non-maîtres de stage concernant les indicateurs de couverture vaccinale pour la grippe chez les populations ciblées, les mammographies chez les femmes en âge d'avoir une mammographie, et la pratique régulière des dosages d'hémoglobine glyquée au cours d'une année chez les patients diabétiques. Vous voyez que les différences ne sont pas considérables, elles sont un petit peu plus élevées, notamment pour le dosage d'hémoglobine glyquée, puisqu'elle s'était réalisée dans 60,6% des cas sur une année par les maîtres de stage versus 53,8% pour les non-maîtres de stage. Cette diapositive vous présente l'ensemble des résultats de façon synthétique. Et donc, ce qu'on a pu montrer, c'est que les maîtres de stage universitaires sont représentatifs pour le sexe du médecin, mais qui sont un petit peu plus jeunes que les non-maîtres de stage, et données intéressantes, qu'ils exercent plus souvent en milieu rural, tel que classé par les données de l'assurance maladie, que les médecins non-maîtres de stage. Concernant leurs patients, eh bien, les patients sont relativement comparables entre les deux groupes, mais les maîtres de stage prennent en charge davantage de nourrissons, et en revanche un petit peu moins de patients ayant une CMU, ce qui peut interroger peut-être sur leur répartition dans des zones socialement défavorisées. Les maîtres de stage ont une plus grande activité annuelle en termes de nombre de consultations comparé aux non-maîtres de stage. Comme vous l'avez vu précédemment, ils font un petit peu plus d'électrocardiogramme et de frottis, même si en fait on n'en fait pas tant que ça. Alors pour le frottis, il y avait un problème d'enregistrement des frottis auprès de l'assurance maladie parce que la nomenclature n'était pas très facile à utiliser jusqu'il y a peu, et que c'était probablement sous-déclaré à la fois par les maîtres de stage et par les non-maîtres de stage. Et donc, en tout cas, il y avait ce qu'on a appelé une tendance à de meilleures performances sur les 3 indicateurs qu'on a pu évaluer. Ces résultats concernant les performances sont relativement comparables avec des données d'autres pays européens et pourraient s'expliquer simplement par 3 éléments. D'abord, le contact avec les étudiants permet un échange qui n'est pas univoque, mais qui peut être réciproque en termes de connaissances, parfois même d'habileté. Les maîtres de stage, classiquement, font davantage de formations complémentaires ou continues que les non-maîtres de stage, en tout cas sur des données étrangères. Et puis, ça a été monté en Grande-Bretagne. Les maîtres de stage ont tendance à s'engager davantage dans des organisations innovantes. On peut penser aux maisons et pôles de santé, et on peut penser surtout dans l'actualité proche aux maisons et pôles de santé universitarisés, bien sûr. Les maîtres de stage prescrivent davantage de génériques, et en fait, même si c'est un critère économique, c'est important, parce que souvent cette orientation n'est pas prise lors de la formation hospitalière au jour d'aujourd'hui. Et puis, donc, les maîtres de stage ont une charge de travail globalement un petit peu plus importante. C'était observé aux Pays-Bas, mais pas en Grande-Bretagne. Et il semble qu'en Grande-Bretagne, les médecins maîtres de stage soient particulièrement bien rétribués pour leur activité, ce qui pourrait leur permettre de lever le pied sur le nombre de consultations. Alors, avant de conclure, je vais vous présenter les enjeux pour l'enseignement, mais aussi les enjeux pour la recherche. Donc, comme c'est universellement admis, il y a 2 dimensions dans l'approche de la qualité d'un stage en soins primaires. Il y a d'une part la qualité de la supervision qui est liée aux compétences pédagogiques du maître de stage, mais il y a aussi le nombre et la diversité de la patientèle de ce médecin. Alors, concernant la représentativité des patients, il s'avère qu'en fait, au niveau européen, l'organisation Euract a émis quelques critères de sélection, mais en fait qui ne sont pas du tout explicites. Et du côté du CNGE, en ce qui concerne la France, la seule indication objective concerne le nombre annuel de consultations recommandées dans la sélection des maîtres de stage, qui est comprise entre 2500 et 7000 consultations annuelles. Pour votre information, dans l'étude Régué, la moyenne était autour de 4300 consultations par an. Alors, concernant l'autre aspect, là, qui n'était pas l'objet de notre étude, bien évidemment, les compétences pédagogiques, là aussi, il y a eu quelques éléments proposés par une équipe néerlandaise qui avait fait un travail de consensus autour d'une technique Delphi et qui avait identifié quelques éléments d'appréciation des compétences, notamment en termes de connaissances, d'attitude, de capacité pédagogique, mais aussi de traits de personnalité des médecins. Concernant la recherche,
Comme vous le savez peut-être, on a pu montrer que les maîtres de stage participaient davantage aux projets de recherche que les non-maîtres de stage. Ça a été montré dans une étude aussi régionale en Rhône-Alpes que j'avais coordonnée qui s'appelait l'étude DREAM. Et les maîtres de stage participaient par un facteur 2,3 fois plus souvent que les non-maîtres de stage aux travaux de recherche de tout type. Et il y a 2 incidences sur cette observation de l'étude Reguet. C'est d'une part qu'à partir du moment où les patients sont relativement représentatifs chez les MSU par rapport aux autres médecins, on peut considérer qu'on peut conduire des études épidémiologiques sans trop de risques de biais de sélection des patients et donc avec aussi une bonne représentativité de l'ensemble des problèmes de santé qu'on voudrait étudier. Concernant l'évaluation des pratiques, si on admet que les performances seraient un peu meilleures chez les maîtres de stage par rapport aux autres médecins, il y a dans ce cas un risque de surestimation des résultats si on compte évaluer les pratiques des médecins généralistes seulement sur des échantillons de maîtres de stage. Alors pour conclure, la conclusion de cette étude, c'est que les maîtres de stage et leurs patients sont globalement représentatifs de l'activité de la médecine générale en France, que certaines catégories d'exercices, en particulier l'exercice en milieu rural, ou de patients, en particulier les enfants en bas âge, sont surreprésentés, ce qui est plutôt un plus en termes de diversification de la formation de nos étudiants. Que les maîtres de stage universitaires ont plutôt de meilleurs scores de performance, même si on pourrait discuter un par un chacun des indicateurs qu'on a pu utiliser dans cette étude. En tout cas, ça peut permettre d'assurer un rôle modélisant pour les internes et ça peut aussi faciliter le recrutement de nouveaux maîtres de stage parce que ça peut les motiver à entrer dans l'exercice. Et la dernière conclusion, c'est qu'il n'y a pas à ce jour de critères de sélection véritablement précis ou objectifs qui pourraient permettre d'améliorer à la fois la représentativité des patientèles et les performances pédagogiques de la maîtrise de stage. Voilà. Je vous remercie. Et